Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 15e épisode du Bistrot d'Aléulosque, saison 2, un numéro exceptionnel compte tenu de l'actualité récente qu'a connu notre club, un numéro spécial derby au lendemain d'une défaite très décevante. À la dernière défaite du derby, donc en début de saison, l'émission du bistrot a été suspendue pendant 6 semaines pour des raisons techniques. On a saboté le bistrot d'Aléolosque et on a mis tellement de temps à le réparer qu'on n'a pas voulu refaire la même chose cette semaine. Donc, on a pris une décision ce matin. On est tous allés faire des tests pour le Covid en espérant qu'on soit tous positifs. Malheureusement, on avait le même fournisseur qu'Oercelance. Donc, finalement, on est tous négatifs. On n'a pas pu annuler l'émission. On est là et on va débriefer ce Tour de Coupe de France. Vous voyez avec nous, nous avons des piliers que vous connaissez et un pilier que vous ne connaissez pas. C'est un petit nouveau, Gildas, qui nous rejoint cette semaine. Bonsoir Gildas. Bonsoir François. Alors, on va vous raconter comment il est arrivé ici. Il a écrit beaucoup de commentaires sur la dernière émission dans les commentaires Facebook que vous pouvez utiliser pour réagir en direct sur l'émission. Et finalement, il en écrit tellement qu'on l'a invité à venir les dire de vive voix. Et il est avec nous cette semaine. Bienvenue au bistrot, Gildas. Merci. Pour cette émission, donc réalisée par les Docs du Net et le site Allez-le-Losc, nous avons également pilier Georges de Dunkerque, que je ne présente plus. Nous avons, Bonsoir. nous avons également Christophe C. avec nous. Bonsoir Bonsoir Christophe. François, bonsoir tout le monde. Nous aurons d'autres piliers qui vont nous rejoindre, des problèmes de train, d'arrivée ou de panne d'oreiller. Donc, ils vont nous rejoindre dans cette émission. Et vous voyez un visage que vous connaissez peut-être, mais en tout cas, il s'appelle Rémi Serpeau. Il est supporter de Lens. Il va réagir avec nous. Il a aussi d'autres casquettes. Il est notamment pompier volontaire et il est surtout arbitre de football. Et donc, il aura un avis certainement très utile sur les différents échanges que nous aurons ce soir. Bonsoir Rémi, bienvenue au bistrot et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à tous et puis merci pour l'invitation, François. On va essayer de rester fair play, tu vois, donc, et de réagir positivement dans des conditions d'élimination qui restent extrêmement décevantes. Alors, avant de commencer, nouvelle émission, nouvelle rubrique. On va initier finalement une rubrique qui s'appelle « La question à la con ». Et pour ça, c'est Christophe C. qui va inaugurer cette rubrique. Tu avais une question, Christophe, pour Rémi. Oui, alors, rien de méchant, hein, c'est juste, on avait eu l'occasion déjà d'échanger sur Twitter, notamment après le derby. On peut lire, comme François l'a dit, que tu es pompier volontaire. Alors, en tant que pompier volontaire, est-ce que c'est le maniement de la lance qui t'a donné, qui explique ta passion pour les 100 et or? Tu n'es pas obligé de répondre. C'est les couleurs naturelles des sapeurs-pompiers, le rouge et le jaune. Donc forcément, il y a un attrait certain entre les deux thématiques. D'où te vient cette passion pour les 100 heures? Parce que j'ai cru savoir qu'une partie de ta famille était plutôt supporter lilloise, sans dévoiler de secret qui briserait l'intégrité de la famille. Et toi, tu as choisi le côté obscur, entre guillemets, par rapport au bistrot d'Alélos. D'où vient en fait ce choix? Alors, je pense que c'est un choix contextuel, hein. J'aimerais bien retourner dans ma tête à l'époque pour faire cette analyse, puisqu'effectivement, tu le dis, François, mon père est un grand supporter du LOSC, mon oncle est un grand supporter du LOSC, d'ailleurs un fidèle, je le salue, Yannick, hein, un grand fidèle de votre émission et de votre site internet. Ah, c'est lui Mon qui nous, parrain, c'est lui qui nous regarde toutes les semaines. En fait. Mon parrain est supporter du LOSC. Enfin, moi, j'ai toute une frange de ma famille qui est supporter du LOSC. Et moi, je pense que j'ai adhéré au Racing Club de Lens par la force du contexte, puisque en 98, lors du premier titre de champion de France, dans le club dans lequel j'évoluais, le club de foot dans lequel j'évoluais, je pense que Lens était à la mode. Et puis voilà, je me suis pris de passion pour ce club. Et puis depuis, j'ai jamais lâché. D'ailleurs, je remercie mon père, hein, qui, en tant que supporter lillois, a suivi
a suivi ma propre passion, puisque en 98, sur ce fameux titre de champion de France, j'étais sur les épaules de mon père à l'Équin pour accueillir les joueurs de Lens. Donc voilà, grand respect à mon père qui m'a permis de profiter de ça. Nous voyons arriver Baptiste qui a été libéré par les agents de la SNCF. Bonsoir Baptiste, bienvenue au bistrot cette semaine. Bonsoir François, bonsoir à tous, désolé du retard. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, alors je ne vais pas parler du sommaire, sauf erreur de ma part, donc on va parler bien sûr en première partie de la Coupe de France, un retour sur Lens-Lille. On avait titré avant le match « À la fin, il ne pouvait en rester qu'un », c'est effectivement ce qui s'est passé. En deuxième partie, on fera un point mercato sur les départs déjà avérés, les départs probables, les arrivées. Et en troisième partie, on essaiera de faire le point sur le prochain match Lille-Lorient, en sachant que d'après les dernières informations, il y a de fortes chances que le match soit reporté. Donc, on n'y passera pas non plus 3/4 d'heure pour être tout à fait clair. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Rémi, j'avais une question. Globalement, en dehors du match, que penses-tu du niveau de l'arbitrage français? C'est un sujet qui souvent est fortement décrié. Est-ce que tu le trouves de bonne qualité, plutôt moyen? Comment tu analyses ça? Je ne parle pas du match d'hier, on y reviendra certainement tout à l'heure sur des faits de jeu qui sont remontés dans les réseaux sociaux, mais globalement, je sais que tu suis ça de près. J'ai vu notamment que tu avais des arbitres préférés. Je pense à Tony Chaperon, par exemple. Non, tu as mal lu. Hein. Oui, je le faisais exprès. Quel est le niveau? Souvent, on décrit l'arbitrage français. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant qu'arbitre? Je pense que l'arbitrage français a évolué ces dernières années. Il s'est professionnalisé tout d'abord, ça c'était une révolution, puisqu'avant, il y a encore ça, 4-5 ans, l'arbitrage n'était pas professionnel en France, c'est-à-dire que les arbitres qui officiaient en Ligue 1 avaient un emploi à côté. Prenons l'exemple d'Anthony Gauthier, que nous connaissons bien dans la région, puisqu'il est aussi maire de Bailleul. Anthony Gauthier était toujours professeur de mathématiques, donc la semaine il enseignait les maths, et puis le week-end il partait arbitrer. Donc l'arbitrage s'est professionnalisé, ça a fait monter le niveau. Je pense que nous n'avons pas à rougir de nos arbitres, puisque nous comptons aujourd'hui une vingtaine d'arbitres internationaux, donc des arbitres qui officient régulièrement en Europa League. C'était le cas par exemple de Willy Delageau qui a fait le derby hier. Hein. Il a arbitré Naples il y a une quinzaine de jours en Europa League. C'est des arbitres qui officient en Ligue des Champions. Et puis là, dernièrement, pour montrer que l'arbitrage français est encore dans le coup, c'est 4 arbitres qui participent aux présélections pour le Qatar, pour la Coupe du Monde au Qatar, dont Le Texier, dont Turpin, dont Bastien. Donc voilà, maintenant, il y a des progrès, et il y a toujours des axes de progrès. Notamment sur l'aspect communication. Je pense que c'est peut-être un point sur lequel il peut avoir un retard par rapport à certains autres pays sur une ouverture vers un public plus large, puisque c'est ce que j'observe moi régulièrement en échangeant avec des joueurs ou avec des entraîneurs ou sur les réseaux sociaux. C'est qu'il y a une méconnaissance en fait du monde de l'arbitrage. Il y a beaucoup d'amateurs de foot. Je pense qu'il y a encore plus d'amateurs d'arbitrage, puisque nous passons énormément de temps à commenter les décisions d'un arbitre sans forcément connaître les lois du jeu. Enfin, si je fais un sondage rapide, est-ce que là, vous êtes 5 autour de moi, est-ce que vous savez combien il existe de lois du jeu au football? Plus que 2. Combien il y a de lois du jeu? Je passe mon tour. Toutefois. C'est pas le. Alors, on aurait pu prendre la question pour le jeu hebdomadaire qui permet de gagner des places, dont j'ai oublié de parler d'ailleurs, mais ce n'est pas le cas. Donc, j'avoue que je ne sais pas, j'imagine une centaine. Ah non, il y en a 17. Il y a 17 lois du jeu. Et chaque loi du jeu comporte un chapitre. Par exemple, le chapitre 1 sur les lois du jeu, c'est le ballon. Puis après, vous avez un chapitre sur les corners, sur les rentrées de touche, sur les arbitres, sur les coups francs, sur les hors-jeux. Il y en a 17 en tout. Vous voyez, beaucoup d'amateurs de football et peu de gens finalement connaissent précisément les règles, avec énormément de mythes qui restent encore. Je pense à ce mythe il joue le ballon
ballon à terre. Ça n'existe pas dans les lois du jeu, typiquement. Enfin bref, énormément de Il y a choses qui restent dans la retour de hors-jeu qui n'existait pas non plus. le retour de hors-jeu, la question du Qui est hors-jeu une expression passif, que vous m'avez dit, les mains, c'est un éternel débat. Après, voilà, les règles ont beaucoup évolué ces dernières années. Je pense qu'il manque cette transition finalement entre le monde du football et le monde de l'arbitrage. Et c'est aussi à nous, arbitres, que d'expliquer, d'être pédagogue pour détailler finalement notre quotidien. Derrière un arbitre, il y a un homme, il y a un sportif. Il faut savoir, surtout au niveau fédéral, et quel que soit le niveau d'ailleurs, hein, que l'objectif d'un arbitre, c'est d'être performant sur le match et donc de prendre la bonne décision. Donc un arbitre qui se plante, il ne le fait pas sciemment, quoi. Ou alors il n'a rien à faire à ce niveau-là. Et les arbitres que vous voyez sur les terrains le week-end, en particulier en Ligue 1, sont des sportifs de très haut niveau qui s'entraînent presque autant que des footballeurs professionnels et qui sont en recherche permanente de performance et donc d'avoir la bonne décision. Ce qu'on reproche beaucoup aux arbitres, notamment, on en parle souvent ici, c'est parfois un problème de communication sur leurs décisions, et notamment dans le cadre de l'utilisation de la VAR. Alors, à ton niveau, je pense qu'il n'y a pas de VAR. Je crois que tu arbitres en quelle division? N2, N3, N2. essentiellement beaucoup en N3. Mais comment tu vois la VAR? Est-ce que tu trouves que c'est un avantage pour les arbitres ou finalement c'est quelque chose qui est un peu gênant dans le libre arbitre finalement de chacun d'entre eux? Je pense que la VAR mérite d'être optimisée. Alors forcément, nous ne sommes qu'aux prémices de l'utilisation de cette technologie. Je ne suis pas fan, je n'ai jamais été fan. Maintenant, ça reste une aide à l'arbitrage. Ça reste une aide à l'arbitrage et je pense que ça doit rester une aide à l'arbitrage. La VAR ne doit pas prendre le pas sur l'arbitre en question puisqu'on perdrait beaucoup d'intérêt finalement dans l'arbitrage et dans la gestion et le management d'un match. Moi, je suis un partisan de l'ouverture des oreillettes. Je pense que c'est quelque chose qui permettrait, notamment sur des décisions VAR qui peuvent prendre du temps, que les gens puissent comprendre ce sur quoi les arbitres discutent. Nous le voyons sur les matchs de rugby, et je prends plaisir à écouter les conversations oreillettes entre l'arbitre qui est sur le terrain et l'arbitre qui est à la vidéo. Je pense que le foot y gagnerait aussi à avoir cette ouverture sur les oreillettes, à condition qu'elle soit, encore une fois, bien encadré. Maintenant, et je casse aussi un mythe, les arbitres sont favorables à l'ouverture des oreillettes aujourd'hui. C'est la Ligue qui est plutôt réticente. Alors manifestement, dans ses dernières déclarations, La Brune ouvrait la porte à ses oreillettes en léger différé. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que lui, La Brune, ce qu'il dit, c'est pas de problème, on va ouvrir les oreillettes, par contre, on va se garder un délai de 5 à 6 secondes. Alors, ceci explique cela, hein, pourquoi la Ligue était défavorable aux oreillettes et pourquoi aujourd'hui La Brune demande un délai. En fait, finalement, ils ont peur pour l'image du football, quoi. Parce que ça ouvrir les oreillettes, ça ouvrirait aussi les échanges que peuvent avoir les arbitres avec les joueurs, et c'est des échanges qui sont souvent très fleuris, mais pas venant de ceux qu'on croit. C'est-à-dire qu'un arbitre qui insulte un joueur sur un terrain, c'est exceptionnel. L'inverse, c'est quotidien. Enfin, c'est quotidien sur les matchs. En tout cas, merci pour cette leçon de rhétorique, parce que dans ta bouche, on entend la VAR doit être optimisée, alors qu'au bistrot des LOSC, généralement, on dit la VAR, c'est du brun. Donc, dans le fond, on n'est pas très loin au niveau de la décision. Alors, il y a déjà des commentaires en fait sur les réseaux sociaux et sur le groupe Facebook LOSC, sur lequel vous pouvez voir l'émission en direct, ainsi que sur la page Facebook du bistrot. On a Leif Eriksson qui rebondit. J'ai une question, pourquoi ne pas mettre un micro ouvert aux arbitres comme au rugby? Donc au bistrot, on répond aux questions avant qu'on ne les pose. Donc c'est parfait. Et Julien qui est un habitué du bistrot, qui rappelle qu'au bistrot, on est très favorable à l'ouverture du micro. C'est un sujet récurrent qu'on met souvent en avant. Parmi les piliers, une dernière question sur l'arbitrage à Rémi, Gildas, Georges, Christophe. Oui, si je peux me permettre.
Alors, d'abord, deux petites réflexions concernant oui, les fameuses mains dans la surface où j'ai essayé de traduire finalement, j'ai l'impression que c'est une partie de Camoulox, enfin, surtout au vu des dernières évolutions. Et concernant la VAR, moi, la réticence que j'ai souvent eue, c'est sûr qu'il y a sûrement un gain en termes d'erreurs, mais moi, j'ai un souvenir très précis et c'est des choses qui reviennent très régulièrement. Je trouve que ça nuit au jeu et j'ai un souvenir. C'est le dernier Lille-Valence en Ligue des Champions où on avait un final de folie, c'est-à-dire que ça allait d'un but à l'autre, ça donnait un truc et Iconé égalise à 2 minutes de la fin. Et je pense que s'il n'y avait pas eu la VAR, on avait 2 minutes finales qui étaient un véritable florilège de jeu. Or, il y a eu pour vérifier, alors d'ailleurs on n'avait pas lieu d'être, 6 minutes de temps à prendre la décision. Ce qui fait que les 2 dernières minutes qui auraient pu être sans la VAR un instant de football pur, c'est devenu 2 minutes qui n'ont servi à rien, quoi, une espèce d'appendice mou de ce match. Donc c'est beaucoup là-dessus. D'ailleurs, je trouve que très régulièrement, cette pratique, peut-être qu'elle doit être affinée, mais actuellement, je crois que je préfère encore vivre les erreurs d'arbitrage parce que ça fait partie de l'humain. Et la question que je me pose, est-ce que finalement, moi, j'ai un souvenir, on jouait à l'époque dans un championnat fort corpo, et ils avaient intenté un truc qui était hyper efficace, c'est-à-dire qu'il y avait 2 arbitres de terrain qui se répartissaient tous les deux une moitié de terrain. Et il y en a un donc qui était vraiment dans l'arbitrage à chaud au cœur de l'action, et l'autre qui restait dans sa moitié de terrain sur la ligne médiane, qui avait une vision globale du truc. Et pour le coup, j'ai souvenir quand même d'une saison où il y a eu assez peu de contestations et ça marchait assez bien. Donc, alors, c'est vrai qu'on garde le souvenir désastreux des arbitres de ligne qu'on avait à un moment qui servaient à rien parce que. Il n'y a pas de souvenir du tout, du coup. Voilà, non mais voilà, c'est affreux souvenir. Mais est-ce que finalement, c'est pas en densifiant l'arbitrage en termes humains qu'on peut arriver à une meilleure résolution des problèmes, en fait? C'est une bonne question, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà du monde, hein, finalement. Il y a un arbitre central, il y a 2 arbitres assistants, il y a le 4e arbitre, il y a les arbitres dans la VAR. À rajouter une personne, ça veut dire aussi Enfin, en supprimant la VAR, hein, bien entendu. Oui, Le but étant alors, de supprimer la VAR. je pense que l'effectif hors VAR est suffisant. Un central, 2 assistants, un 4e arbitre. Ça a fait des merveilles pendant des années, enfin, avec des erreurs, mais l'erreur est humaine. Un joueur loupe un but, va louper un penalty, un gardien va se trouer. Un arbitre peut passer à côté d'une faute, un arbitre peut passer à côté d'un penalty. Ça a très bien marché. Donc, rajouter une personne sur le terrain, ça veut dire que potentiellement, il y a une personne à intégrer en plus dans un trio. Il faut savoir que les arbitres, en particulier en Ligue 1, sont des trios qui sont formés ou des duos formés. Ils tournent toujours ensemble, donc la communication est très fluide. Et ça voudrait dire qu'il faudrait encore une cohérence. Ce qu'on recherche aussi quand nous arbitrons, c'est d'être cohérents tous les trois. Nous allons en parler. Il y a eu un défaut de cohérence sur le match d'hier, sur la fameuse rentrée de touche qui amène la suite, mais cette fameuse rentrée de touche, nous en parlerons par la suite. On en parlera tout à l'heure. Imaginons maintenant 2 arbitres qui ne soient pas d'accord sur le terrain. C'est important de garder cette personne centrale qui est l'arbitre central, justement, qui prend la décision. C'est lui qui prend la décision. Et je ne suis pas sûr qu'apporter une personne qui ait ce pouvoir de décision, ça fluidifie et ça rend le football plus lisible. Enfin, là, les deux se coordonnaient justement avec un rôle spécifique à chacun. La décision incombait à celui qui avait sa moitié de terrain et l'autre était beaucoup plus là. Ça se fait dans le futsal. Dans le futsal, voilà. Les arbitres. Donc là, ils avaient réussi à coordonner. D'ailleurs, il n'y a même pas de souvenir, on jouait même sans juge de touche, donc avec 2 arbitres. Et ça fonctionnait vachement bien pour le coup. Il y avait une autre question, après on pourra passer au cœur du sujet. Tu remarqueras, Rémi, qu'on fait tout pour faire une longue introduction pour parler de moins en moins du derby. Je vois ça, mais je prends plaisir à parler arbitrage. Gildas, tu voulais dire quelque chose? Oui, une petite question à Rémi. Est-ce que on en parle beaucoup dans le football amateur, on voit beaucoup d'articles de presse sur les agressions que subissent physiques, hein, je parle vraiment physique, que subissent les arbitres. Est-ce que Rémi en a été victime ou vraiment des insultes graves ou des menaces? Et une autre chose, je crois que le problème avec l'arbitrage, c'est aussi au niveau de l'attitude parfois de l'arbitre qui est très, enfin, qui est parfois très fermé. Je pense que tu parlais tout à l'heure de la communication et c'est vrai qu'un micro permettrait d'expliquer les décisions arbitrales et peut-être, même s'il y a du langage fleuri, des insultes qui fusent, on le voit bien, peut-être que ce qui manque justement, c'est d'expliquer la décision
Et ça permettrait peut-être, nous, devant notre écran, ou au stade, enfin pas au stade, mais devant notre écran, de comprendre, et puis peut-être d'apaiser les choses, et puis de rétablir le lien entre le joueur et l'arbitre, parce que parfois c'est un petit peu Je peux compliqué. compléter la question parce qu'il y a aussi, à côté de ça, il y a aussi des arbitres. On parlait tout à l'heure de hockey Tony Chaperon qui refusent de commenter finalement leurs Voilà. décisions, même après le match. Alors, il y a peut-être aussi des Mhm. consignes. Il y a aussi des arbitres qui, semble-t-il, renoncent à cette communication. Voilà, expliquer. Ça, c'est pas, ce sont pas, ce sont des directives nationales qui disent que voilà, un arbitre ne va pas s'exprimer sur des décisions. Et je suis plutôt en phase. Je suis plutôt en phase. J'ai du mal à percevoir la pertinence d'avoir un arbitre en conférence de presse d'après-match qui va venir expliquer ses décisions. Parce que déjà c'est à chaud et parce que l'objectif, c'est pas de convaincre. Un arbitre n'est pas là pour convaincre de ses décisions, il est là pour prendre des décisions. Et quelle que soit la décision qu'il prendra, ça fera des mécontents. Preuve en est, c'est qu'avec la VAR, quand il y a penalty, par exemple, hein, le penalty est confirmé par la VAR. Est-ce que la contestation, est-ce que ça a atténué la contestation? On s'aperçoit que parfois pas du tout, quoi. Les joueurs, malgré l'intervention de la VAR, vont quand même aller contester. Donc, bon, je ne suis pas fan. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir des débriefs de certaines situations. Ces débriefs aujourd'hui sont confidentiels, enfin confidentiels, restent dans la sphère arbitrage. Je vais vous donner un exemple. Il y a Kevin Danso, donc c'est un exemple en soi, désolé, hein, mais Kevin Danso qui a été expulsé sur le match strasbourgeois, enfin Lens-Strasbourg. Il a été expulsé et 3 semaines après, la commission fédérale de l'arbitrage a indiqué à l'ensemble des arbitres que Danson n'aurait pas dû être expulsé, mais aurait dû écoper d'un jaune, et donne après liste pourquoi c'était jaune et pas rouge. Ça permet d'harmoniser l'arbitrage, en fait. Je trouve que cet élément-là peut être intéressant à porter. Maintenant, il y aura toujours des mécontents et il y aura toujours des gens qui s'opposeront à la nature même de l'arbitrage, qui est de prendre des décisions et de trancher. Et forcément, quand nous tranchons, quand nous faisons un choix, quand il y a un choix, il y a toujours un déçu. Alors, tu me posais la question, Gildas, et je rebondis dessus sur la question des agressions au niveau des arbitres amateurs. Aujourd'hui, c'est une tragédie. Je pèse le mot, c'est une vraie tragédie. La Fédération française de football a communiqué le nombre d'arbitres en 2021 et nous avons perdu quasiment 5000 arbitres en France. Donc il y a une crise de la vocation, il manque des arbitres. Et j'ai dans mon entourage des gens qui sont lancés dans l'arbitrage et qui ont arrêté au bout d'un an ou deux parce que ras-le-bol de se faire insulter le dimanche matin sur des terrains de district, enfin qui ont ras-le-bol d'avoir des pressions très malsaines. Tu me posais la question de est-ce que j'ai été victime d'une agression? Oui, mais je pense que c'est tout arbitre qui a une carrière assez longue a fait l'objet d'une situation soit d'agression, soit très tendue. J'ai plusieurs exemples en tête. Je me suis fait cracher dessus. On m'a refusé l'accès à mon vestiaire. J'ai été littéralement enfermé dehors par -3 degrés avec une équipe qui a fermé mon vestiaire, qui m'empêchait de rentrer. J'ai dû appeler un quart de CRS pour pouvoir débloquer la situation. Enfin bref, et des exemples comme ça, il y en a tous les week-ends, et c'est aujourd'hui une tragédie. Une tragédie qui se perdure et pour laquelle aujourd'hui il y a très peu de solutions qui sont amenées sur la table par les acteurs du football. Hein. Je mets tout le monde dans le même bateau, y compris les instances. C'est une vraie réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'on attend d'un arbitre et qu'est-ce qu'on met en place pour qu'aujourd'hui un jeune arbitre qui est de district qui démarre, là j'en accompagne un qui a 14 ans, le gamin, il a 14 ans, il prend des volées de bois vert régulièrement. Je l'ai encore vu il y a 3 semaines, enfin, avant les vacances. Il se fait incendier par des dirigeants, des éducateurs qui ont 20-30 ans et qui se font un malin plaisir à détruire un arbitre qui arbitre pour la deuxième fois de sa carrière à 14 ans. Donc il y a des actions de fond à mener et le sujet n'est pas facile à traiter, quoi. Ça réagit sur les réseaux sociaux. On a Damien Boone qui te salue, Rémi. Ah, je salue Damien. Donc de la page DBC qu'on adore ici au bistrot d'Alélos, qui nous dit « Il faut inviter Rémi à chaque émission, c'est passionnant ». Et Julien qui rebondit là-dessus en disant « Génial ce débrief
ce débrief du derby où on ne parle pas du derby. Y a-t-il eu un match hier? Perso, je n'ai rien vu. Donc effectivement, bon, on va l'aborder maintenant. Alors avant de l'aborder, je voulais vous rappeler qu'il y aura un jeu donc, dans le cadre de cette émission. Le principe est toujours le même. Une question. Le premier qui répond à la question gagne le lot de la semaine. Le lot de la semaine, il est quand même intéressant. C'est une place pour Lille PSG en tribune active. Alors, je vous rappelle que le match est quasiment à guichet fermé, hein, donc c'est vraiment quelque chose de très rare qu'on vous propose. Pour ça, quelques minutes de patience, il faudra répondre à une question. Rendez-vous dans quelques minutes. Je vous propose de passer enfin au débrief du derby. Donc, Coupe de France, Lens-Lille à la fin. Il ne pouvait en rester qu'un. Avant d'analyser le match, je voulais revenir sur quelques incidents, quelques faits marquants de l'avant-match, peut-être faire un tour de table là-dessus. Première question, avec les règles de confinement, le RC Lens a demandé à déplacer le match pour que le public puisse venir remplir les tribunes de Bollaert. La fédération et le LOSC ont refusé. Ça a fait un scandale sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut réagir là-dessus? Est-ce que c'est normal ou est-ce que vous trouvez que le LOSC a un petit peu abusé, profité de l'occasion pour s'éviter le poids du public? Qui veut réagir d'abord parmi les piliers? Oui, je peux y aller. Vas-y, Georges, je t'en prie. Ah, Vas-y, Georges. Christophe, ah bon. Non, bah, Non, vas-y, Georges. bon, Vas-y, moi, non, personnellement, je pense que la déclaration de Letton est tout à fait appropriée. Je veux dire, il y avait, voilà, il y a une trêve qui est annoncée, il y a un programme de récupération qui est fait avec les joueurs, c'est quelque chose de très structuré, de organisé. Donc, à partir de là, il n'y avait pas de raison, surtout qu'on a quand même une première moitié de saison assez chargée avec une Ligue des Champions qu'on a pu jouer à fond jusqu'au bout aussi. Donc, non, moi, ça me paraît tout à fait normal, ce refus des Lillois. Sous que c'était finalement un choix de confort pour jouer dans un stade plus plein, mais les Lillois étant interdits de déplacement, je ne vois pas quel était l'intérêt du LOSC. Avant d'écouter l'avis de Rémi, Christophe, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, il y avait surtout la situation de certains joueurs, notamment qui ont de la famille à l'étranger, comme Fonte et d'autres joueurs, qui en profitent de cette période justement pour passer un petit peu de temps en famille. Et tout était fait et planifié pour qu'ils reprennent l'entraînement, notamment à Luchin, pour cette période-là, et aucune raison de décaler le match. Alors voilà, après, est-ce que c'était bien ou mal? De toute façon, la décision était prise et il n'y avait pas de raison de changer. Rémi, comment tu as vécu ça en tant que supporter lensois? Moi, je trouve la position à la fois de Lens logique et à la fois la position de Lille logique. C'est-à-dire que Lens a tenté, il fallait le tenter. La réponse de Lille, les arguments sont pertinents. Je veux dire, à situation inversée, Lens aurait réagi exactement de la même façon. Maintenant, bon, c'est une polémique montée de toutes pièces, à mon sens. Il aurait simplement fallu attendre le compte-rendu de la Fédé et à la limite, il n'y avait pas de discussion, quoi. Donc, bon. Peut-être qu'Olivier Létang a réagi trop rapidement. Oui, après, voilà, des deux côtés, hein, je pense que Lens, en faisant ça, satisfaisait ses supporters en montrant qu'ils se battaient pour avoir les gens dans le stade. Et de l'autre côté, Létang montrait à ses supporters que non, lui, il est ferme quand même, hein, il ne se laisse pas faire. Voilà, c'est un jeu politique. Bon, pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt là-dedans. Gildas, Baptiste, quelque chose à rajouter? Moi, je dirais que la position de l'étang est la bonne parce qu'il y avait un programme qui était déjà défini. Et Lens, que je rejoins ce qu'a dit Rémi, a eu raison de tenter le coup. Parce que finalement, bon, certains clubs jouent dans un stade plein le dimanche et puis le lundi et le mardi, c'est plus possible. Bon, c'est toujours triste un match avec peu de public, mais à mon avis, pour moi, il n'y a pas lieu d'avoir une polémique là-dessus, quoi. Vraiment, chacun était dans son rôle. Alors, polémique dans la polémique, il y avait notamment cette jauge, justement, une jauge fixe de 5000 places. Ça veut dire qu'à Dunkerque, on peut remplir le stade Tribu, alors qu'à Pierre-Mauroy ou à Bollaert, on ne peut remplir le stade qu'à hauteur de 10% en fait, de sa contenance. Avec en plus, on l'a vu hier, des images qui étaient
vraiment significatif de l'absurdité finalement de la décision. C'est-à-dire que pour des raisons économiques, les spectateurs ont été réunis dans une tribune et ils étaient tous concentrés au milieu de la tribune pour bien voir le match. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Est-ce que vous ne regrettez pas une jauge proportionnelle qui voudrait aborder sur ce sujet? Moi, je vais bien y aller si tu veux. La jauge proportionnelle, on l'a déjà évoqué quand il y a eu le premier confinement où on était quelques-uns à pouvoir aller au match. Le problème, par exemple, vous allez au match à Lens, moi, quand j'ai eu l'occasion d'y aller, j'y vais en voiture. Je pense pas que les gens prennent énormément le bus ou les transports en commun pour se rendre à Bollaert. Par contre, à Pierre-Mauroy, c'est souvent le cas. Il y a énormément de gens dans les navettes, dans les métros. Les accès au stade sont parfois compliqués. On l'a encore vu et on était avec Julien pour le dernier match de Coupe de France contre Auxerre où on a des files d'attente terribles et je pense que c'est là surtout où il peut y avoir un problème. Alors, c'est essentiellement dans ces parties ici autour du stade, sur les parvis, dans les bars autour, parce que les bars, avant qu'ils ferment les boissons debout, sont quand même bien remplis, en tout cas chez nous. Donc, je pense qu'à Lens, c'est pareil. Donc, c'est surtout ces problèmes d'accès et d'attente au stade qui posent problème. C'est pas vraiment dans la tribune. Après, c'est vrai qu'hier, voir tout ce monde dans la même tribune à l'étage, déjà, pourquoi à l'étage? Est-ce que c'était pour protéger l'arbitre qui était juste devant? J'ai pas bien compris pourquoi. En plus, visuellement, à la télévision, c'était vraiment très moche. Et je pense que le public aura mérité également de descendre ne serait-ce que d'un étage pour profiter, et au moins que ceux qui étaient au stade puissent profiter vraiment. Rémi, comment tu as vécu cette jauge au premier étage à la tribune d'Exercice, si je ne me trompe pas? Tu l'as dit, François, hein, je pense que c'était une manière aussi pour en faisant ça, donc en parquant tout le monde à la tribune au-dessus de la tribune populaire classique, c'est une façon de montrer aux autorités que le protocole n'avait aucun sens, quoi. D'ailleurs, le préfet a réagi en disant que Lens avait parfaitement respecté la réglementation en mettant les 5000 personnes côte à côte là-haut. Donc bon, une précision quand même, hein, puisqu'il y a un amendement dans le tumulte actuel au sein de l'Assemblée nationale, il y a quand même un amendement qui est passé et qui ouvre la voie à cette jauge proportionnelle. Donc j'ai bon espoir que nous puissions remplir en partie les stades au-delà de cette fameuse limite à 5000 d'ici dans les 15 prochains jours. Mais c'est dommage pour le foot, c'est dommage pour l'image, parce que je pense que le même match hier avec un stade plein, ça aurait pu visuellement rendre encore le spectacle auquel nous avons assisté encore plus incroyable, quoi. On est tous d'accord. Alors, c'est pas gagné cette jauge proportionnelle parce qu'il y a vraiment des freins. Je pense qu'il y a eu un amendement aussi proposé par Olivier Véran qui proposait de rester sur la jauge fixe parce qu'il trouvait que c'était beaucoup plus simple en prenant comme exemple les supermarchés, ce qui est complètement ridicule. Les problématiques sont vraiment pas les mêmes. Et j'ai noté, moi, ce matin, en lisant le site de l'équipe, un coup de gueule d'un Allemand, le président du club de l'Union Berlin, qui s'appelle Dirk Zingler, qui va plus loin dans la polémique, hein, qui dit que la jauge dans un stade de foot, ça ne sert à rien, il n'y a jamais eu de cluster dans un stade à l'extérieur, que c'est ridicule, et que au contraire, c'est presque une façon un peu vicieuse des gouvernements de communiquer sur leur action contre le Covid en utilisant un vecteur, le football professionnel, qui est extrêmement médiatisé. Donc, il va très loin dans l'analyse, je lui laisse sa responsabilité, mais c'est vrai qu'on a parfois l'impression que les décisions qui sont prises dans ce cadre-là, qu'on ne conteste pas, et on connaît la crise sanitaire, on veut pas, mais parfois elles sont prises par des gens qui sont un peu hors sol et qui ne connaissent pas forcément les problématiques de présence dans les stades. Gildas, Baptiste, vous voulez rentrer sur le sujet? Oui, Ou moi, vous vous réservez pour le sportif? une petite remarque, c'est vrai qu'on pourrait se dire pourquoi ne pas mettre une jauge proportionnelle, par exemple au stade Vélodrome, 60 000 spectateurs, 5 000 personnes, on se dit c'est pas la même chose qu'à Clermont dans un stade de 15 000. Mais le problème, comme ce qui a été dit avant, c'est l'accès au stade et aussi ce qu'il y a autour du stade, c'est-à-dire les gens après sortent au bar, etc. Donc, et chaque stade a sa problématique, donc effectivement, c'est compliqué pour trouver une décision qui contente tout le monde. Maintenant, bon, on va voir la suite. Le match contre Paris est le début février, et moi, je suis pas très optimiste pour qu'on puisse y assister, puisque
bon, ça vient vite. Petite réflexion aussi sur les clusters dans les stades, on en parlait. Faut voir un peu le recul qui est donné là-dessus, parce qu'au final, on dit qu'il n'y a pas eu de cluster. En même temps, il n'y a pas une mise à l'épreuve réelle, puisque l'année dernière, on a fait une saison à huis clos, donc il était impossible d'avoir des clusters. Cette année, on a joué que l'été, c'est-à-dire un moment où le virus circule beaucoup moins bien. Mais par contre, souvenir de la première saison de confinement, il y a quand même eu un très gros cluster lors du match Atalanta Bergame contre Séville, donc avant le huis clos. Donc, je pense que cet argument-là, il faut le manier avec beaucoup de précaution. Mais après, en effet, je pense que hier, le fait d'avoir une jauge comme ça avec des gens remplis, Rémi l'a très bien dit, ça relate plus l'absurdité de choix d'élus que, oui, finalement, si Lens a voulu faire une démonstration par l'absurde, c'est réussi, quoi. Et je pense vraiment que le problème, il est là, c'est qu'on ne sait plus trop, sur quel pied danser, quoi, au niveau des directives. Si je peux rajouter une chose, il y en a eu un, François, il y en a eu un cet été. J'avais eu l'occasion d'aller voir à Budapest France-Portugal. Et dans la tribune française, il y a eu un cluster avec des gens qui venaient de la même région. Alors peut-être que c'est dans le bus, mais enfin voilà. Et tout ça tournait dans la tribune de l'équipe de France qui était en déplacement à Budapest. Baptiste, tu veux dire quelque chose? Ouais, je vais finir aussi sur cette jauge qui est une mesure honteuse, hein. Déjà, la conférence de Véran aussi est pitoyable, hein. Dire voilà, que dans les stades, 5000, par rapport aux transports en commun qui prennent les transports après. Moi, aujourd'hui, j'ai pris le train. D'ailleurs, la cause de mon retard, on était vraiment entassés comme n'importe quoi. Enfin, c'est honteux ce qui se passe. En plus, voilà, on va parler aussi des mesures. On n'a même pas de ministre des Sports, c'est une ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu, qui préfère mettre un pied dans un stade de rugby qu'un stade de foot. Et on a donc un ministre entre guillemets, des Sports, Jean-Michel Blanquer, je rappelle, ministre de l'Éducation nationale, qui n'a, j'en suis sûr, jamais mis un pied dans un stade de foot, qui préfère faire la marelle et le guignol dans les écoles. Donc ça, c'est lunaire. Et enfin, après, je finirai aussi sur une info qui vient de sortir du côté de l'équipe, puisque 2 nouveaux joueurs viennent d'être testés positifs au Covid pour le LOSC. Donc l'info vient de sortir, donc c'est plutôt, je ne vais pas dire c'est avantageux, mais pour le match de Lorient qui devrait donc être reporté, mieux vaut avoir le Covid maintenant pour ne pas l'avoir par la suite. Alors, quelques commentaires sur les réseaux sociaux. Donc, Adrien Bogdan Pilniak, Rémi, je te salue, collègue arbitre et ami lensois. Salut Adrien. Donc, tu as raison sur l'arbitrage sur toute la ligne. Capenoul qui nous dit la proportionnelle, en parlant de la jauge, bien sûr, mais pas tous dans la même tribune. Référence aussi au transport en commun. Ensuite, on a une question qui pourrait remplacer la question à la con du début d'émission. Rémi, alors c'est Damien Boone qui la pose. Rémi, que penses-tu des jauges de touche? Tu n'es toujours pas obligé de répondre. Je reconnais bien la patte de Damien là. Voilà, donc Julien qui rebondit sur le ministre guignol de Baptiste. Tu vas avoir des gros problèmes, Baptiste. Monsieur le ministre, je tiens à votre disposition les coordonnées de notre aimable pilier de bistrot, bien évidemment. On voit qu'il est en formage de beauté, hein. Absolument. Voilà, il est l'heure de rentrer dans le sportif, donc le derby, élimination du LOSC contre le RC Lens après un match nul, donc 2 buts partout et une qualification au pénalty des Lensois. Rémi, on dit bien ça, hein, c'est bien un match nul avec une qualification, c'est pas une victoire de Lens. Ça a du sens pour notre série d'invincibilité. Oui, ce que je retiens, c'est qu'il faut désigner un vainqueur pour passer le tour suivant. Et le vainqueur désigné hier, c'est le Racing Club de Lens. Voilà, encore une fois, une belle leçon de rhétorique. Merci Rémi. Alors, il est fort. Le contexte du match est vraiment très marquant avec un Lille qui menait 2-0 jusqu'à la 67e minute et qui s'est fait remonter à 67e et à la 95e et donc une élimination au pénalty. Comment avez-vous vécu ce match? Avant de poser la question à Rémi qui n'aura certainement pas la même réponse que nous, je vais commencer par les piliers lillois. Gildas, toi qui es nouveau parmi nous, comment as-tu vécu ce match? Comment l'analyses-tu?
Bah écoute, moi, j'étais dans une colère extrêmement forte hier. Franchement, je ne me souviens pas d'avoir été aussi remonté parce que vraiment, je trouve que c'est un. On, on s'est fait harakiri quoi, sur ce match. On a vraiment tout gâché quoi. Pourquoi? Parce que pour moi, la Coupe de France, c'est une compétition vraiment magique, hein, qui est vraiment sacrée à tous les niveaux, qui est vraiment sacré. On a des souvenirs d'enfance, à voir les autres équipes soulever la coupe. Tous les clubs de France y participent. Moi, je prends vraiment toujours très mal les éliminations en Coupe de France parce que finalement, bon, on a été champion l'année dernière, il y a 10 ans, mais c'est le seul trophée accessible, c'est ce qui reste dans l'histoire. Et finalement, et à chaque fois, je prends mal les éliminations. Alors hier, pas particulièrement parce que c'était Lens, mais pour le scénario du match, je trouve qu'en deuxième mi-temps, pour moi, on a refusé de jouer, on a déjoué. Pour moi, c'était ça. On a trop reculé, on a essayé de gagner du temps, on a essayé de gratter des touches, on a essayé de la jouer de manière euh, on a vraiment mal joué le coup de ce côté-là. On a arrêté de jouer tout simplement. Alors, est-ce que souvent vers la 60e, 70e, il y a souvent un coup de pompe physique parce que ça arrive souvent. Et puis par 3 fois, on doit tuer le match. Il y a il y a des occasions absolument énormes de tuer le match. Il y a celle de Goodmanson, mais il y en a deux autres avant. On le fait pas par manque de justesse, mais aussi par par manque de justesse ou en faisant les mauvais choix. Par 3 fois, on doit le tuer. Ça aurait dû faire 0-3, on ne le fait pas et on l'a payé au prix fort. Et puis surtout, j'en veux pas à l'équipe parce qu'on n'a pas été attentif, on n'a pas été au marquage, on n'a pas été assez agressif sur les buts encaissés. Vous avez qu'à les revoir. Et ça se serait pas, ça ne serait pas arrivé l'année dernière, quoi. On avait une façon claire de jouer. Et cette année, globalement, pour élargir la réflexion, euh, je trouve on fait l'erreur d'essayer de jouer comme l'an dernier alors qu'on n'arrive plus à garder le score finalement. J'ai noté, hein, contre Paris, Monaco, Nantes, Angers, maintenant Lens, que j'en oublie peut-être, on se fait remonter. Il n'y a que le match contre Strasbourg et contre Rennes, je crois, où on va au bout. Mais autant l'an dernier, on avait une tactique claire et on le faisait très bien. Grosse défense et on remontait les ballons très vite et ça payait. On était très solide, on pouvait avoir confiance même si parfois on faisait de l'huile, comme on dit. Autant là, on n'y arrive plus. Donc, depuis le début de saison, je trouve que le LOSC, et je conclurai là-dessus, a dû un peu de mal à se réinventer parce qu'on a longtemps eu un LOSC. On se disait comment on joue, on n'a pas vraiment d'identité de jeu avec Gourvenec. On était un peu entre deux, on était un peu dans un entre-deux. On n'avait pas d'identité de jeu collective. Et cette année, on se dit on veut faire comme l'année dernière, mais on voit que ça ne marche pas. Et donc, une autre chose aussi, c'est un match, on sent qu'on a le talent supplémentaire, qu'on peut le maîtriser, qu'on a un talent supplémentaire individuel par rapport à Lens, et que malheureusement, par notre faute, on ne conclut pas. Et moi aussi, comme Julien, lors de la dernière émission, il a pleuré au Stade de France, il n'a pas pleuré pour le titre en 2011, moi j'ai pleuré au Stade de France. Et ça m'a remémoré les images d'archives qu'on voit du LOSC où l'équipe soulevait le trophée. Et donc voilà, on ne va pas le vivre cette année. Je pense que c'est dommage parce qu'on avait vraiment, à mon avis, le potentiel pour aller au bout cette année. Vraiment, j'y croyais vraiment. Et il fallait pas emmerder hier. Voilà mon état d'esprit. Et la nuit est passée, je me suis calmé. Et bon, c'est mon analyse. Après, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Voilà. Alors, je te vois d'autres lignées de la tête. Alors, soit tu veux nous faire une imitation de Nicolas Sarkozy, soit tu Non, veux j'arrête faire avec sur le derby. Non, non. Sur le derby, alors, moi, c'est marrant parce qu'à chaud, ouais, j'avais ce côté amer, surtout au vu du déroulé du scénario. Mais malgré tout, je suis resté quand même relativement, je gardais un certain recul parce que, pas oublier quand même qu'on arrivait avec une équipe B, qu'on a eu 10 joueurs, enfin, on a eu notamment 5 titulaires sur le carreau, plus 2 joueurs essentiels de la rotation. Et au bout du compte, j'ai voulu retenir quand même ce matin, passer la déception, l'aspect extrêmement positif de ce qui s'est passé, c'est que finalement, avec une équipe B,
on a en première mi-temps plus que rivalisé avec le RC Lens, puisqu'on a clairement maîtrisé les débats. Et ensuite, finalement, les carences que tu évoquais qui sont vraies, je pense qu'elles sont aussi liées à des situations. On s'est retrouvé quand même avec un avançant qui n'était pas du tout rodé à cet exercice et qui de surcroît est actuellement en pleine, enfin pas depuis le début de la saison, en pleine déconfiture. Donc, je pense qu'évidemment, les deux occasions qu'il loupe, si tu as juste un David ou un Bourak qui est sur le terrain, on n'en parle plus. Donc ça influe énormément et aussi, je pense que si on n'a pas su tenir le résultat, autant lors des matchs cités précédemment, où c'était vraiment la faute professionnelle et l'erreur, on se retrouve quand même là à la fin avec deux joueurs qui rentrent sur le terrain, qui n'ont pas joué depuis 3 ans, enfin l'autre depuis 1 an. Je me suis dit, s'il devait faire rentrer un nouveau joueur, ça allait être Zarco Larévide, quoi, parce que il y avait vraiment plus un seul choix. Donc, au bout du compte, on finit par craquer. Et moi, ce que j'ai vu quand même, c'est une équipe B de Lille qui jouait collectivement de manière très intéressante. Donc, il y a de gros enseignements à tirer pour la suite. Je pense à Onana, je pense à Liadji, qui va peut-être devenir le vrai successeur d'Ikoné. Et en face de ça, j'ai vu une équipe qui a fonctionné beaucoup plus brouillonne, mais qui avait la chance d'avoir un joueur d'exception. Et finalement, on est battu par une individualité qui était vraiment sur ce match-là au-dessus du lot. Mais moi, j'ai trouvé une équipe avec un jeu très fluide et de l'autre côté, un jeu très brouillon. Et en finir pour la Coupe de France, moi aussi, je l'adore. Et c'est vrai qu'en 2000, j'avais eu cette émotion très forte. Mais je me dis, la Coupe de France, elle revient tous les ans. La Ligue des Champions, on la joue cette année, et peut-être que c'est pas un mal pour un bien de ne pas s'emmerder avec un match compliqué contre Monaco à quelques jours du déplacement à Chelsea. Voilà, c'est un peu la consolation globale que je me suis faite du match. Ouais. Christophe C., tu veux rajouter quelque chose à cette double analyse? Je vais essayer de faire court parce qu'on a déjà dit plein de choses. Alors, effectivement, je trouve qu'on a fait une bonne prestation pendant 1 heure. Après, physiquement, ça a pêché. On a manqué de justesse technique parce que pour conclure le match, on a les possibilités de le faire, mais avec de la justesse technique, on y arrive. Après, Lens, la dernière demi-heure a quand même été largement au-dessus de nous, avec des joueurs chez nous qui n'ont pas joué beaucoup, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais je trouve que la dernière demi-heure de Lens, on le sent arriver. À partir du moment où ils mettent un but, on laisse la porte ouverte. Et ce qui arrive, voilà, c'est somme toute logique. Alors après, ça fait mal parce que c'est à la 95e minute. Mais voilà, c'est comme ça. Et quand on prend un but comme ça et qu'on ouvre la porte à des tirs au but, et voilà, ça peut arriver, ce genre de choses. Donc, bravo à eux. Après, voilà, quand on a des joueurs comme Bamba, Yazici, qui n'ont quasiment pas joué et qui sont vraiment juste techniquement sur cette prestation-là, et comme souvent, on ne peut pas s'en sortir devant alors qu'on a les occasions. Mais voilà, bravo à Lens. Baptiste, avant de passer la parole à Rémi, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette analyse lilloise du derby? Oui, bien sûr. Pour moi, le constat, il est clair. Lille ne sait pas tenir un résultat. Ça fait 6 ans que ça dure que Lille ne sait pas tenir un résultat. Hormis l'année dernière, bien sûr, Lille, je ne me rappelle pas, voilà, qu'ils ont réussi concrètement à garder un score sur plusieurs matchs. Ça qui est fortement dommage. On a hyper beaucoup d'occasions qu'on peut s'en vouloir. Voilà, cette barre de Esiche, ce poteau aussi de Youssouf, Goodmanson, voilà, on ne sait pas ce qu'il fait, s'il va vraiment passer ou frapper. C'est vrai que c'est assez dommage. Après, il y a aussi, je sais pas, c'est pas un coup de gueule, mais c'est plus une déception sur le cas Gourvenec, que j'ai pas compris ces changements. Voilà, amener trois, je vais pas dire vieux, mais 3 expérimentés. On avait un banc extrêmement jeune, genre Chalut Adrien d'ailleurs, qui nous regarde, Adrien Bray de France Bleu. Et on parle de Jérémy Pied qui a joué hier en milieu droit. C'était même pas défenseur droit, c'était milieu droit qu'on n'a pas vu depuis 2016 à l'époque de Nice ou de Southampton. Donc ça, c'est assez bizarre. Et on n'a vu aucun jeune là-dessus, donc c'était assez décevant. On reviendra sur le sujet après, effectivement, le choix tactique de Gourvenec sur la fin de match. Ouais, et je finirai juste par dire un grand merci à un joueur qu'on a l'habitude peut-être de tailler ici. C'est Ivo Garbic hier. On reviendra peut-être sur le match, mais en tout cas qui a été exceptionnel hier et vraiment qui nous a fait taire un petit peu de toutes les critiques qu'on aurait pu avoir ces dernières semaines. Rémi, tu as entendu nos avis, notre analyse. Le tien doit être diamétralement opposé, même si, pour nous rassurer un peu, tu ne veux pas faire le fier à la mi-temps, j'imagine. Comment tu as vécu ce derby?
Euh, Lens est très bien rentré dans son match. Je pense que les 10 premières minutes, nous avons vu un Lens conquérant, avec une grosse intensité dans le pressing, qui a mis en difficulté le LOSC. Et puis, il y a eu cette première occasion à la 16e minute, hein, du LOSC, Youssouf qui bute sur Farinez et qui trouve la barre. Et ça a complètement gelé le système de jeu, enfin, Lensois. Je pense que la fin d'année des Lensois a laissé des traces au niveau de la confiance. Et on a vu Lens perdre ses moyens et perdre le fil. Et oui, à 2-0 à la mi-temps, il n'y a pas photo, quoi, hein. Il n'y a pas photo. Et puis, ça aurait pu faire 3-0. Nous étions à un moment plus proche du 3-0 que de voir Lens revenir. Et pour moi, le tournant du match, c'est la 63e minute et c'est le coaching de Franck Hess. Alors, j'étais hier sur France Bleu Nord, je regardais le match et j'étais un peu dépité parce que je trouvais les attaques de Lens stériles. Gourvenec avait très bien lu le jeu lensois, avait très bien lu la stratégie mise en place. Et la question que je me posais, c'est est-ce que Hess, qui est un très bon entraîneur, qui a fait grand bien à Lens depuis qu'il est arrivé, est-ce qu'il est capable de se renouveler? Puisqu'il a son schéma en 3-5-2 qui est très efficace, mais qui est de plus en plus lisible et donc de plus facile, que les équipes en face arrivent plus facilement à contrer, ce que Gourvenec a très bien fait. Et puis, 63e minute, il change de système. Et là, nous passons en 4-4-2 et renversement total du match, quoi, avec des entrées décisives. C'est peut-être ce qui a fait la différence, à mon sens, entre Lens et Lille, c'est que le banc lensois était beaucoup plus armé que le banc lillois. Et quand vous avez Kakuta, Saïd et Corentin Jean qui rentrent et qui sont immédiatement décisifs, puisque le premier but lensois est amené par Saïd, qui prend en relais Fofana, enfin qui prend en relais Kalimundo et qui remet à Fofana. Enfin voilà, c'est une action qui a fait beaucoup de bien au RC Lens, qui a redonné de la confiance. Je pense que vous avez un joueur maudit chez vous, hein, Yazice. Je pense que là, hier, il a montré que c'est pas à Lille qui ferait une grande carrière. Enfin, s'il fallait une confirmation, il l'a eu. Maintenant, sur la physionomie du match, je pense que le match nul à l'issue du temps réglementaire me semble logique, tant la pression mise par les Lensois a fait la différence. Pour moi, c'est aussi une question de coaching. Et la victoire, au-delà du joueur monstrueux qu'est Fofana, hein, qui a porté l'équipe hier, à l'image, enfin, à l'instar d'Onana en première mi-temps pour le LOSC, hein. C'est aussi la victoire de Franck Hess qui a su proposer quelque chose de différent et qui a su débloquer une situation qui paraissait extrêmement mal embarquée pour les Lensois. Alors moi, j'étais extrêmement surpris par les statistiques du match, parce que c'est vrai qu'en le vivant en C'est direct, énorme. on avait l'impression que globalement, le match était, chaque équipe a eu son temps fort, il y a eu globalement un certain équilibre, et on voit 28 tirs pour Lens, 8 tirs seulement pour Lille. Alors, je suis un peu surpris par le 8 tirs, je ne les ai pas recomptés, je n'ai pas revu le match. 11 cadrés pour Lens et 4 tirs seulement cadrés pour Lille. 58% de possession, quoi, 42, après le reste c'est plus anecdotique. Donc, globalement, les chiffres démentent un peu le sentiment qu'on a eu, même si, c'est vrai, les temps forts de chacune des équipes étaient bien marqués. Ce qui a fait la différence, tu le disais, Rémi, et on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est effectivement le coaching de chacun des entraîneurs. On a d'un côté un banc qui était plutôt costaud, avec le banc lensois, avec les entrées dont tu citais de Kakuta, de Corentin Jean et de Saïd, de Wesley Saïd, alors qu'à Lille, le banc, c'était plutôt des fauteuils de plage. C'est vrai que la différence, finalement, des absences Covid et sujets divers à Lille, c'est pas tant retrouvé dans l'équipe de titulaires, parce que même devant, si les deux attaquants d'occasion avaient quand même une certaine expérience, hein, Youssouf Yazice et Bamba sont des joueurs qui ont quand même quelques dizaines de matchs de Ligue 1 devant eux et qui pouvaient faire finalement l'affaire. Mais c'est vraiment au niveau du banc où ça a pêché, et on a vu à la 60e minute, il y a commencé à avoir des coups de fatigue chez certains des joueurs, je pense à Gudjonsen, et finalement,
les remplaçants n'ont pas pu apporter ce qu'on pouvait attendre d'eux. Alors, ma question, notamment pour les piliers lillois, c'est Gourvenec, à la fin du match, disait qu'il avait privilégié les remplacements à l'expérience plutôt que de lancer des jeunes. Est-ce que vous pensez que le choix était opportun ou est-ce que vous regrettez qu'il n'a pas fait rentrer Bika, Dembélé et des attaquants pour peut-être garder le ballon beaucoup plus haut? Baptiste, je te vois réagir. Ouais, parce que, entre guillemets, les trois qu'on a fait entrer, alors certes, il y a eu Isaac Ladji qui a eu de l'expérience, mais c'est pareil pour le Kaliadji où on a mis vraiment 15 matchs avant de le voir vraiment rentrer en jeu et pouvoir s'afficher sous les couleurs lilloises. Hier, il y a clairement eu Jérémy Pied qui était donc en position, je veux dire, de piston un peu droit pour jouer en défense pratiquement, avec aussi Yves Dabila qui est rentré à la place de Youssouf Aziché, c'est exactement ça. Donc on était presque à 6 défenseurs derrière pour montrer vraiment que Gourvenec avait vraiment envie de jouer un bloc très bas pour, dès ce 2-1, vraiment, bon, limite balancer, faire du football district et s'imposer face à Lens de Buzyn, ce qui n'est malheureusement pas arrivé. Moi, ce qui me pose problème, vas-y. À 1 minute près. À 1 minute près, c'est vrai. Moi, ce qui me pose problème sur le coaching de Gourvenec, c'est de ne pas avoir fait rentrer de jeunes. Tant ils étaient là, c'était vraiment un match pour les lancer. J'ai été déçu aussi de la composition. Voir Youssouf Yazice et Jonathan Bamba en pointe. Déjà, ce n'est pas deux attaquants. Youssouf Yazice, pour moi, est un 10. Bamba est un ailier, donc ce n'est pas deux attaquants, ce qui est très problématique déjà, tant José Bika est attaquant et aurait pu même rentrer en jeu, ça aurait pu faire la différence même à la fin du match. Mais il y a aussi Youssouf Yazice et Jonathan Bamba qui sont à 0 but cette année, vraiment 0 but. Donc même Messi a plus de buts. Et pourtant, je sais que Messi ne marque pas beaucoup en Ligue 1. Donc c'est ça qui est excessivement dommage sur ce coaching. Donc mes deux coups de gueule, entre guillemets, partiront sur le fait qu'on n'avait pas d'attaquant tant et José Bika était là et performe en réserve. Alors il y a certains niveaux entre la réserve et la Ligue 1, mais c'est surtout ce coaching qui fait qu'on est à 6 derrière avec Dabila et Pied qui ont, depuis le début de l'année, 0 minutes cumulées et rentrent pour jouer à 6 derrière. C'est très compliqué. Gildas, tu as un avis aussi marqué sur le coaching de Gourvenec ce soir? Oui, le coaching, parce que c'est aussi le message qu'on envoie à l'adversaire finalement. Le coaching de la peur à la fin, on va pour défendre, pour ne plus jouer avec des joueurs qui ne jouent plus depuis longtemps. On sort des offensifs pour mettre Dabila et Pied. Là, le coaching de Gourvenec, je ne le comprends pas beaucoup depuis le début de la saison et bah, là, il n'a pas été payant. Il n'a pas été payant parce que bah, on était déjà vraiment de plus en plus sur le reculoir et là, il dit à l'adversaire, bah, on va encore plus subir. Alors que les assauts lensois continuaient. On ne ressortait plus le ballon, il y avait des erreurs techniques des premiers lanceurs, donc je trouve qu'on a ce choix-là de Gourvenec, à mon avis, il n'était pas le bon. Capenoul sur les réseaux sociaux va un peu dans ce sens-là. On a empilé les défenseurs et on a pris un but, même deux. Manque de maîtrise pour Leif Erikson à 2-0. On doit tuer le match. Deux grosses occasions de Gudmundsson et Yazice qui mangent la feuille. C'est vrai qu'Yazice, avec ses deux barres, on dit depuis le début de saison que Burak Yılmaz, il est un peu le chat noir avec ses occasions ratées. Mais là, avec l'absence de Burak, visiblement, Youssouf Yazice, il a adopté le chat noir de Burak et il l'a bien nourri, hein, ça paraît clair. Ensuite, bon, ça va un peu dans le même sens. 7 défenseurs sur le terrain avec les entrées de pied d'Abila. Les mecs se marchaient dessus, tristesse de voir ça. Les remplacements montrent qu'on a clairement voulu bétonner et accepter de prendre la pression, à donner le bâton. Il ne faut pas s'étonner de se faire battre. Ça, c'est Sébastien qui nous dit ça. Georges, Christophe, vous avez quelque chose à rajouter? Moi, par exemple, c'est intéressant d'évoquer, je voudrais quand même rebondir sur le fait que ce soit le coaching. Évidemment, c'est beaucoup le coaching qui a posé problème, le fait qu'il n'y ait pas de profondeur de banc. De toute façon, on viendra après sur les solutions, c'était un peu choix cornélien. Mais malgré tout, par-delà même les occasions ratées de Yazici, j'ai trouvé que ce qui manquait même chez lui, c'est qu'on voit qu'il n'a vraiment pas l'ADN d'un buteur, d'un attaquant et surtout d'un contre-attaquant, parce qu'on jouait essentiellement là-dessus. Et je pense à ces deux ratés, notamment le deuxième de Gudmundsson, où plusieurs fois, on le voit arriver en contre-attaque et il a une course tellement lisible que ça avait été d'une facilité extrême pour les Lensois de contrer. Là où si on avait eu un Wislar comme Burak ou une flèche comme David, ça aurait été sûrement beaucoup plus compliqué. Donc il y avait quand même cette
cette absence d'attaquant de pointe. Alors, c'est peut-être la réflexion, il n'aurait pas fallu mettre justement un des jeunes, et en particulier Bika, sur le terrain pour au moins avoir cette flèche, surtout quand tu joues bloc bas comme ils ont choisi de le faire au vu du contexte. Et après, voilà, moi aussi, j'aurais aimé voir des jeunes. Comme tu le dis, ça se joue à 1 minute. Je pense qu'à 1 minute près, il y a sans doute beaucoup de gens qui auraient encensé Gourenet de l'idée d'avoir voulu bétonner, mais c'est pas la vision que je me fais du football. Et là-dessus, je rejoins Gildas et les autres pour dire ouais, j'aurais préféré aussi autre chose. Est-ce que c'était possible et est-ce que ça aurait fonctionné? Ça, on ne le saura jamais. Alors, oui. Non, C'est Gildas qui parlait? oui, non, oui, Gildas, oui. juste sur Yazice, sur le deuxième poteau, donc l'occasion, on ne dit pas de chance, il met le poteau, mais regardez bien l'action, il a le but grand ouvert. Donc vraiment, c'est pas un manque de chance, il a le but grand ouvert. Regardez bien, si vous voulez vous faire mal. Vas-y, Christophe. Christophe, Vérité. est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce coaching de Gorenek? Ouais, alors moi, je suis pas d'accord du tout. Mais alors, pas du tout sur ce que j'ai entendu là. Le coup Défends-toi. des jeunes, ouais, non, mais enfin voilà, il fait rentrer Jérémy Pied à la 85e minute. Alors, on prend des rafales de Lensois avec notamment Corentin Jean qui fait son petit rôle de piston sur le côté gauche. Je pense que c'est vraiment pour bloquer Corentin Jean qui le fait rentrer. Après, tenter le coup des jeunes, oui, c'est beau, c'est bien. Pas contre Lens, pas dans un derby, pas en Coupe de France, pas contre une équipe aussi physique que Lens. Je pense que nos petits jeunes, ils sont beaux, ils sont bien. Laissons-les mûrir, laissons-les grandir. La Youth League, c'est peut-être pas suffisant pour eux parce qu'ils ont sûrement beaucoup d'ambition, mais sur un match aussi compliqué que celui-ci, on risque d'en perdre. Alors, on va peut-être pas perdre les 3 qu'on va faire rentrer, mais si on en perd ne serait-ce qu'un, c'est pas bon. On a fait rentrer Liadji en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions contre Wolfsburg. Il a mis 3 mois à s'en remettre, ce garçon. Alors là, on le met en avant parce qu'effectivement, il joue un quart d'heure, il fait 3 gris-gris, il en réussit 2, bravo à lui, super, je suis très content aussi. J'aime ce genre de joueur. Il a mis 3 mois à s'en remettre. 3 mois, c'est pas rien quand même. Et on n'avait pas d'autres solutions, je suis désolé. On n'a pas de joueurs d'expérience pour prendre les 3 défenseurs centraux lensois de vitesse. On n'avait personne. Je suis désolé, mais la profondeur de banc lilloise, on ne l'avait pas hier. On n'avait personne. Donc, je ne suis pas du tout d'accord là-dessus. C'était beaucoup trop risqué de faire jouer des jeunes pour ce type de match. Rémi, est-ce que toi, comme Christophe, tu valides l'option expérience ou tu regrettes que tu n'aies pas vu rentrer en jeu les jeunes Lillois qui avaient des profils plutôt plus offensifs que les rentrants? Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Christophe. Et d'ailleurs, il me semble que c'est ce que dit Gourvenec en conférence de presse. La situation est complètement différente. Alors, il y a à noter que Franck S, lui, a fait le choix inverse puisqu'il a fait rentrer un jeune, Ibrahima Baldé, 18 ans, qui n'avait jamais débuté, et lui est rentré en jeu. Maintenant, S avait le confort d'être mené. Et donc, quand tu es mené et que tu as la possibilité de faire rentrer un jeune pour profiter de sa fougue et de sa naïveté ou autre, tu n'as rien à perdre, donc fais rentrer ton jeune. Par contre, quand tu es dans la situation du meneur, c'était le cas du LOSC hier, et là je rejoins totalement Christophe, faire entrer un jeune de 17 ans qui n'a aucune expérience en Ligue 1 pour tenir un score, donc qui nécessite beaucoup de concentration, de sang-froid, donc l'inverse de ce qu'on attend d'un jeune fougueux, c'est compliqué. Et je rejoins aussi Christophe sur le fait que les jeunes, ça marche dans tous les clubs, à Lens c'est pareil, hein. On a toujours cette idée qu'on va avoir un Eden Hazard un Eden Hazard ou un nouveau Zidane parmi nos jeunes. Et voilà, ça reste des jeunes qui évoluent, il faut le rappeler, pour le LOSC en N3, donc au même niveau que Fény-Aulnois, au même niveau que le Touquet. Donc ça remet un peu dans le contexte. Et ce sont des jeunes aujourd'hui qui encore beaucoup de travail à faire pour atteindre un niveau satisfaisant. Et les lancer dans un contexte de derby, moi, ça me paraissait vraiment assez compliqué. Ce qui a fait la différence hier, et c'est là où Lens pêchait d'ailleurs en fin d'année. Lens démarrait excellemment bien ses matchs et s'écroulait complètement en fin de rencontre parce qu'il n'y avait pas de dents. Parce que physiquement, les joueurs étaient usés. Et hier, on a vu totalement l'inverse. On a vu Lille tenir une grosse partie du match et s'effondrer physiquement.
et sans possibilité de relais, là où Lens avait des relais et des relais très forts avec de l'expérience, encore à l'image de Saïd, Kakuta ou Jean qui sont rentrés, qui ont fait très mal. Alors, il est déjà 21h47. On va pas faire le top et le flop parce que de toute façon, on a déjà cité des noms et on a fait l'essentiel. Baptiste, tu avais quelque chose à dire. Tu nous fais un petit signe. Bah, quelque chose à rajouter, ouais, moi j'ai une question, donc ça peut être à Rémi ou à Christophe, concernant voilà, le cas José Bica par exemple. Je le fais rentrer, je dis n'importe quoi, 10 minutes avant la fin pour vraiment puiser les réserves des Lensois, mettre la pression, être là vraiment, courir un peu partout, je vais dire tel un chien qui a cherché un bâton, mais vraiment pour aussi contrer les attaques qu'aurait pu mettre Lens pendant 10 minutes. Alors moi, j'aimerais bien aussi avoir leur avis, alors que ce soit à Rémi ou à Christophe. Et après, si on ne fait pas jouer contre Lens, contre qui on va le faire jouer? À un moment, il va falloir lancer un jeune. Alors si on ne lance pas contre Lens, on va pas le jouer, excusez-moi, hein, contre Chelsea en Ligue des Champions. Donc je ne comprends pas un petit peu comment on lancerait un jeune là-dessus. C'est ma question. Je vais bien te répondre si tu veux, mais Christophe Rémy. enfin, Oui. des matchs autres que Lens, il y en a plein dans la saison. Alors, notamment celui qui devait arriver, et il y en aura d'autres derrière. Tu peux les essayer, je suis d'accord avec toi, tu peux les essayer 10 minutes dans un match où tu mènes, par exemple, et voir un petit peu ce que ça donne. Mais dans un match où tu dois conserver le ballon, tenir le résultat, et encore une fois, contre une équipe de Lens dans un derby, je suis vraiment pas certain. Franchement, je suis pas certain. Tu auras d'autres matchs où tu peux les voir. Tu auras des matchs contre Strasbourg, tu auras des retours contre Clermont. Tu avais Lorient qui arrivait samedi. Des opportunités, ils en auront. Patience. Je pense qu'on peut patienter avec ces jeunes et il faut que ce soit eux aussi qui soient patients. Sur les commentaires Facebook, Julien qui demande si Rémi, c'est le fils de Christophe, parce que vous avez les mêmes analyses et la même coupe de cheveux. Donc, la question, là aussi, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein. Finalement, le principe de la question à la con, on l'utilise beaucoup dans le cadre de l'émission. On a Damien, toujours Damien Boone, qui n'a pas trouvé. Alors, je rebondis sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur Gribich. C'était Théo Baptiste. Je crois qu'il n'a pas trouvé exceptionnel. Il nous habitue à un niveau qui fait que dès qu'on le voit faire 3 arrêts, il nous semble exceptionnel. Il a été bon, mais sur la frappe qui amène le corner de l'égalisation, il doit faire mieux. D'ailleurs, Fonte semble le disputer en lui disant qu'il aurait pu mieux dégager ou capter la balle. Voilà, donc les commentaires. Dernière question pour clôturer ce derby et avant de passer à la deuxième partie sur le mercato et au jeu, bien sûr, dont je vais vous poser la question tout à l'heure. Globalement, cette élimination, je n'emploie pas le mot défaite, hein, Rémi, cette élimination pour le LOSC, est-ce que ce ne serait pas un mal pour un bien compte tenu des charges du calendrier? Georges, tu as déjà commencé à répondre à cette question. Je vais te faire passer ton tour et peut-être Gildas. C'est la question pour se faire du bien, ça. Complètement, il faut terminer sur une note positive. Gildas, Christophe, Baptiste, est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Alors moi, je ne crois pas du tout que ce soit un mal pour un bien, parce que être qualifié dans plusieurs compétitions permet de maintenir le groupe concerné. Et de faire jouer des jeunes. Mais pas trop. C'est-à-dire que, imaginons qu'on ne se soit pas qualifié pour le 8e de finale de Ligue des Champions, on aurait eu un groupe peut-être qui aurait fini le championnat en roue libre. Et là, au contraire, je trouve que le fait d'avoir plusieurs objectifs, ça permet de maintenir le groupe concerné. Et donc, un mal pour un bien, on joue Chelsea, où bon, on va tout faire pour passer, mais ça va être très compliqué. Non, le mal, c'est qu'on avait une épopée possible en Coupe de France qui s'est arrêtée. Voilà. Mais bon, après, ça, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Christophe, Baptiste, le tirage qui fait qu'on aurait dû rencontrer Monaco finalement fin janvier à quelques jours de Chelsea, est-ce que vous regrettez l'élimination? Finalement, oui, bah, tant pis, on va passer à autre chose. Christophe, Baptiste? Je vais y aller pour moi. Pour moi, je suis pas certain que c'est une bonne façon, entre guillemets, surtout que José Fonte et Olivier Létang avaient clairement montré leur ambition d'aller plus loin dans cette coupe. Ils l'avaient dit, hein, je cite, on veut la jouer à fond. Donc, c'est vrai que, et bon, ironie du sort, on est éliminé, on disputera aussi ce 8e de finale contre Chelsea. Ça peut être pas mal pour faire aussi reposer les joueurs. En plus, voilà, il y a ce match contre Lorient qui va être mis en place d'ici, voilà, je pense, le mois de février. Donc, ça nous permettra aussi de souffler, étant donné qu'on n'aura pas de match
de Coupe de France et donc pouvoir reporter ce match. Maintenant, je pense pas que ça soit je vais dire entre guillemets, une bonne élimination parce que Lille avait clairement ses chances et c'est la Coupe qui, je le rappelle, amène la chance, en tout cas la qualification la plus rapide en Europe, d'autant qu'on sait que le classement de Lille pardon, n'est pas exceptionnel, entre guillemets, donc on aurait pu se qualifier pour une coupe avec cette coupe. Et donc, bon, cette élimination, c'est pas vraiment un mal pour un bien. Je ne vais pas te poser la même question, Rémi. Monaco, c'est un beau tirage pour une coupe qui a peut-être un objectif maintenant pour Lens. C'est le meilleur tirage possible, puisque Lens, ces dernières années, s'est toujours écrasé lamentablement contre des équipes de niveau inférieur. Donc, jouer les gros, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Donc, non, il n'y a rien à perdre. C'est évidemment un objectif, je pense, maintenant. Et nous allons recevoir à domicile une équipe que nous avons déjà battue cette saison. Donc, bon, match prometteur. Il est temps de passer au jeu du bistrot d'Alain LOSC avec une double question. Lille a été éliminé donc, suite à une séance de tir au but. Quel est le dernier match remporté par Lille au tir au but? Alors, c'est une double question parce que je vais vous demander à la fois le match officiel et le match non officiel. Là, vous allez chercher un petit peu. Donc, vous avez, alors bien sûr, si personne ne trouve le match non officiel, on se limitera au match officiel. Si vous me trouvez notamment 3 des 4 des tireurs de pénalty qui ont réussi leur pénalty pour Lille. Vous avez maintenant... Oui. Si tu me permets, puisque j'ai été quand même beaucoup interpellé sur les réseaux sociaux sur cette fameuse situation avec l'arbitre de touche. Tout à fait. Tu as raison, j'avais oublié d'en parler. C'est un fait de jeu il y a un fait de jeu qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, notamment côté lillois. C'est une image qu'on a vue d'un juge de touche qui signalait une touche pour Lille, qui a été jouée par Lens et qui amène le premier but lensois. Comment tu analyses ce fait de jeu qui fait tant scandale finalement auprès des supporters lillois qui pour eux, le premier but n'aurait pas dû exister? Comment tu as vu ce fait de jeu? Alors, je vais rassurer les supporters lillois dans le sens où il n'y a aucun scandale. C'est-à-dire que la décision qui a été prise est la bonne sur le terrain. C'est-à-dire que la touche est bien lensoise. D'ailleurs, si on prend l'action, c'est une action qui se déroule très très vite, comme on en voit à chaque match. Le ballon sort en touche, le joueur qui bénéficie de la touche en prend possession et la joue très rapidement. Il y a zéro contestation sur le moment, et même par la suite. Ni les joueurs lillois, il n'y a aucun joueur lillois qui vient râler, et y compris quand le but est marqué, personne ne vient réclamer. Ce qui pose problème sur cette action, c'est d'avoir un arbitre assistant qui indique la touche à l'opposé, pour Lille en l'occurrence, alors que c'est un Lensois qui la joue. Ici, c'est l'arbitre assistant qui s'est planté, qui était trop vite dans sa décision et qui met en difficulté le central, puisque l'action se joue, personne ne dit rien, puisque ça semble limpide pour tout le monde, sauf pour l'assistant. Et donc l'arbitre central a pris la décision de déjuger son assistant, puisque c'est l'arbitre central qui, au final, a la dernière décision. Alors quand je dis de la déjuger, il ne l'a pas fait de manière théâtrale, hein, il n'a pas agité les bras, il a simplement laissé le jeu se dérouler. Et c'est l'assistant qui a, de manière, et c'est humiliant quand on est assistant, hein, croyez-moi par expérience, de devoir baisser son drapeau et de le mettre entre ses jambes en disant, bon, là j'aurais mieux fait de ne rien dire. Et donc c'est une erreur de l'assistant et le central a très bien fait de le déjuger. Mais est-ce que la touche était bien lensoise? Oui, ça, zéro débat. D'accord. Tu te doutes bien, Gildas, que si la touche était lilloise, tu aurais eu la moitié de l'équipe de Lille sur l'arbitre d'action, et ça se voit, encore une fois, à tous les matchs. Un joueur qui est persuadé que la touche est pour lui, si moi, arbitre, j'indique qu'elle est dans l'autre sens, même si la touche est au milieu de terrain, il va me hurler dessus. Là, il y a strictement, il y a Gomez, il y a Fonte, il y a Yazice, ils sont tous les trois autour du ballon, il n'y en a aucun qui bronche. Donc, c'est que c'était limpide, quoi. Fonte quand même. Ça répond un peu à la question de Capnoul qui nous dit on ne voit aucun geste de Delageau envers son
son assistant, mais tu l'expliques bien, en fait, il laisse l'action se poursuivre et ça équivaut le geste. Alors, j'ai oublié de te poser la question parce que pour moi, c'est un non-débat. Je suis toujours un peu agacé de ce genre de réaction, de se baser finalement sur un fait de jeu qui se passe assez loin finalement du but et de la zone de but et qui a un impact pour moi assez mineur. Je me souviens que au derby l'année dernière, quand Lille avait gagné au Stade Bollaert, il y avait eu des échanges avec des supporters lensois qui pleuraient sur notamment le penalty qui a eu lieu assez rapidement au début du match et qui a changé complètement le cours de celui-ci. Vous voyez, il y a un moment où ça ne sert à rien de pleurnicher. Les décisions des arbitres, elles sont prises. Des fois, il y a des erreurs. Des fois, ça nous semble des erreurs. Mais il y a un moment où il faut arrêter de pleurer. La défaite, ce n'est pas lié à cette touche, quelle qu'elle soit justifiée ou pas du tout. La défaite, c'est lié au fait qu'on est reculé, au fait que physiquement, on a lâché et au fait qu'on n'a pas marqué ce fameux troisième but qui nous aurait permis de nous qualifier. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Ouais, je voudrais rebondir là-dessus d'ailleurs parce que en étant en cohérence, justement, j'avais trouvé moi à l'époque absurde contre Wolfsburg, la VAR puisse refuser un but parce qu'il y a eu suspicion qu'il y ait eu un ballon qui soit sorti. Donc c'est un peu pareil. Il y a après toute une construction de jeu qui fait que la décision, d'ailleurs bonne ou pas, devient mineure. Et ouais, c'était pareil contre Wolfsburg. Donc là, si contre Wolfsburg, j'ai trouvé le choix d'arbitrage absurde d'annuler le but, il est totalement paradoxal d'estimer que celui-là aurait dû être annulé, quoi. C'est simplement une règle de cohérence et de bonne foi. Christophe ? Si on peut rajouter un petit truc, François, oui. Moi, j'en veux un petit peu au diffuseur parce que hier, sur l'action du but, il y a but, on n'en parle pas, on est sur notre petit groupe, là, tous ensemble, on discute pendant le match, voilà, on chambre un peu, on s'amuse, on profite. Il n'y a pas de réaction, le but, voilà, c'est tout. 2-1 pour nous. Par contre, le diffuseur montre un ralenti. Quelques temps après, insiste dans le commentaire, et là, ça part direct hein, sur les réseaux, ça part de partout. Et là, ils ont un petit rôle aussi quand même là-dessus. Ça envenime pas mal les choses. On sait que c'est important pour les deux clubs, pour les supporters des deux clubs, et ils enveniment le truc et en lâchant des choses comme ça, il faut rester responsable. Et puis après, il y a les joueurs également, parce que les joueurs n'ont pas réagi ou très peu, comme disait Baptiste, à part Fonté peut-être. Mais de toute façon, sur les actions de touche, quel que soit le joueur, quelle que soit l'équipe, un ballon sort en touche et touché par un autre joueur, les deux réclament de toute façon. Et là, pour une fois qu'on n'a pas trop de contestation, que personne crie c'est moi, c'est à moi, c'est à moi, laissons jouer et puis c'est tout. Voilà, on n'en parle plus. Alors, je voulais vous faire part de quelques commentaires et quelques premières réponses à notre jeu concours. Donc, on a Capenoul qui revient sur le tirage de Monaco pour Lens et qui nous dit « ce n'est pas un tirage clément ». Référence au nouvel entraîneur de l'AS Monaco. J'ai des réponses, mais qui sont pas forcément proches de la réalité. Capenoul qui nous dit que la dernière victoire au tir au but serait au tournoi du Stadium en 1515. À quelques siècles près, il est dans l'erreur. Alors, comme je vois que c'est un peu compliqué, et je vous rappelle, c'est quand même une place au match Lille-PSG. Donc, on va limiter la question à quel est le dernier match officiel remporté par Lille au penalty. Je vais vous donner un indice, c'est contre un club qui est plutôt dans la partie nord de l'Hexagone. Je vous propose de passer à la deuxième et ce qui sera la troisième partie, ce qu'il est déjà 22 heures, on a largement débordé. On va aborder rapidement le mercato. Mercato d'hiver avec un premier départ avéré, c'est celui de Jonathan Niconet. Première question à la cantonade, comment est-ce que vous regrettez son départ? Est-ce que vous trouvez qu'il a été vendu à son juste prix? Et par qui voudriez-vous qu'on le remplace? Une solution interne ou une solution externe? Baptiste, on va commencer par toi. Alors, déjà, pour le départ d'Iconé, pour moi, la valeur est la bonne, en sachant qu'on récupère assez d'argent pour, pourquoi pas, en remettre sur un autre joueur sans donner vraiment au PSG. Donc ça, c'est malin. Je ne sais pas si dans la transaction, il y avait quand même cette idée de ne pas donner beaucoup d'argent au PSG. Ça, je ne sais pas. Maintenant, il connaît son départ. De toute façon, il était prévisible déjà.
Et je pense que c'est gagnant-gagnant pour déjà Iconé pour se relancer et Lille pouvoir acquérir un ailier, pardon, pourquoi pas. Alors, on a vu passer certains noms, hein, dont le nom de Cédric Bakambu. Je vois pas comment on peut recruter un tel joueur qui est certes libre, mais qui a un contrat, un salaire surtout d'une valeur exonérante. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à le voir, mais j'aimerais bien voir Liadji sur le côté droit. Pourquoi pas, avec aussi, pourquoi pas, un jeune venir s'incruster. Et derrière, au niveau du recrutement, parce qu'il ne faut pas laisser ce départ d'Iconé seul, mais pourquoi pas recruter un joueur qui est capable de jouer en pointe, à gauche, parce qu'on sait que Bamba à gauche, c'est pas vraiment énorme. Et d'autant qu'en pointe, si jamais on peut faire jouer aussi Timothy Weah, pourquoi pas. À droite, il faut vraiment recruter un attaquant devant ou un ailier capable de jouer attaquant pour vraiment renforcer l'effectif, d'autant qu'on va jouer Chelsea bientôt. Donc, en cas de blessure ou de Covid, se mettre une cartouche supplémentaire. Gildas, il connaît un bon prix, tu le regrettes ou comment, et par qui il faut le remplacer? Écoute, moi, très franchement, je ne vais pas trop regretter ce joueur parce qu'il peut être exceptionnel, et il peut être extrêmement performant et tranchant. On l'a vu contre Séville en Ligue des Champions notamment. Mais depuis qu'il n'y a plus la fameuse bip, il n'est plus du tout aussi performant et il est extrêmement régulier. Pour moi, il fait un bon match sur 6 et encore, je suis très gentil. C'est un joueur on sait qu'il a vraiment il a quelque chose dans les pieds, on sait qu'il a du talent, c'est évident, mais est-ce qu'il a le QI foot? Est-ce qu'il fait, je sais pas, est-ce qu'il a vraiment, c'est un joueur qui pour moi n'a pas de QI foot et qui fait beaucoup de mauvais choix et qui est en train de gâcher son talent. Alors, je lui souhaite je souhaite qu'il se relance je lui souhaite qu'il se relance à la Fiorentina. Mais s'il était si bon que ça, ce ne serait pas la Fiorentina, ce serait l'Inter ou le Milan AC. Voilà. Donc, c'est embêtant parce qu'on sait qu'il peut nous sortir un très très gros match. On l'a vu contre Wolfsburg. On dit mais pourquoi il ne joue pas plus souvent comme ça, quoi. On se dit pourquoi parce qu'on l'a vu une semaine avant, il nous a énervé et puis la semaine après il nous énerve. Mais on sait aussi que c'est le joueur qui peut sur un match, comme par exemple contre Chelsea, faire la différence, mais il n'est pas assez régulier. Et bon, tant pis, bon vent à lui à la Fiorentina. On a parlé de Ludovic Blas, je crois, C'est cher. Hein. Mais il est cher, oui, tout à fait. Donc, on verra, mais il va falloir le remplacer. De toute façon, on peut faire jouer Jérémy Pied, milieu droit. Hein, si jamais. Ah, mais en tout cas, Gomez, on a vu que ça ne marchait pas beaucoup à droite. On l'a vu hier. C'est un joueur qui pèse encore trop peu, quoi. Il manque encore de volume de jeu. Pour moi, en tout cas, à droite, ça ne fonctionne pas. Donc, il va falloir trouver un remplaçant, évidemment. Mais lequel? Georges Christophe, même question, même réponse? Bah ouais, j'allais dire, on l'a évoqué, pour moi, il connaît, si je dois faire une métaphore, c'est l'élève surdoué qui se contente chaque année d'avoir un 10 sur 20 de moyenne générale. C'est-à-dire qu'il y a le potentiel qui est exceptionnel, et puis il y a le rendement. Et moi, je pense que de toute façon, on évoquait ici la suspicion de certains joueurs de choisir leur match. Et je pense que s'il y a un joueur qui était assez représentatif de cet état d'esprit, c'est bien Iconé. Donc, je pense que de facto, son transfert coule de source. Par-delà le côté de savoir bon débarras ou des regrets, c'est que c'était le moment. C'était vraiment le moment. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est un transfert cohérent. Moi, la seule frustration que j'ai, c'est ça, c'est de me dire, il a amené de bons services à Lille, il a fait de très gros matchs, on l'a vu sur certaines occasions éblouir, faire des choses fabuleuses, mais c'est la frustration de me dire que c'est justement un joueur qui avait un potentiel hors norme, et ça, il ne nous l'aura pas amené totalement. Donc, il y aura toujours la petite frustration de me dire, on n'en aura jamais eu assez avec Iconé. Christophe, tu veux terminer ce tour d'horizon de Jonathan Iconé? Je suis assez en phase avec ce que vient de dire Georges. Effectivement, c'est le bon élève quand il a envie. Donc sur Instagram, il est très très bon élève. En sport, il doit être très très fort. Voilà, donc effectivement, on n'a pas eu de proposition de transfert de la part de Clermont, par exemple, cette année, bizarrement. Pourtant, il était sur le terrain, je crois. Enfin, il était sur le terrain, oui, il devait être sur le terrain. Peut-être qu'il ne jouait pas au foot ce jour-là. Donc voilà, oui, alors effectivement, il part à l'étranger parce qu'il a joué contre Wolfsburg et contre Séville.
Je pense que le bon moment du transfert, c'était en juillet de l'année dernière. Alors, on a des bonnes réponses à notre jeu concours sur les commentaires du groupe Facebook. A priori, si je ne dis pas de bêtises, c'est Olivier Dier qui a répondu en premier, Lille-Valenciennes en Coupe de la Ligue. Il a été suivi de Damien Boone qui nous parle d'un Lille-Caen, donc lui qui est complètement écarté, c'était juste pour faire un petit clin d'œil à DBC, ça devait être un complot contre le LOSC à l'époque de Caen. Et on a aussi une bonne réponse sur... alors, dans le désordre, il y a Capnoul qui nous a trouvé la bonne réponse. On a aussi Leif Eriksson qui nous a également trouvé la bonne réponse avec le but vainqueur de Thiago Mendes. Pour l'anecdote, et là c'est pour vraiment aller au bout de l'information, dans cette série de tirs au but, il y avait eu un tir réussi de Fares Balouli. Vous savez comment je porte ce joueur dans mon cœur. Rémi, globalement, je ne te parlerai pas simplement d'Iconé. Comment tu vois ce mercato pour un club comme Lille qui doit vendre des joueurs pour rembourser ses dettes, qui doit garder un groupe compétitif pour faire bonne figure en Ligue des Champions et pour atteindre son objectif qui est de finir l'année européenne. Comment tu vois ce mercato? Est-ce que c'est un mercato qui pour toi est un mercato de tous les dangers avec des rumeurs sur les joueurs à fort potentiel qui pourraient partir dès ce mercato d'hiver? Comment tu vois ça de l'extérieur? D'aspect extérieur, oui, on peut avoir l'impression que c'est le mercato de tous les dangers pour le LOSC, avec des joueurs à très fort potentiel, type Renato Sanchez ou Jonathan David qui soient sollicités. Maintenant, la force du LOSC, c'est d'avoir été qualifié en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ça donne une assise financière un peu plus intéressante et un attrait pour les joueurs que je viens de citer, de pouvoir disputer une rencontre face au précédent vainqueur de la Ligue des Champions. Je ne pense pas qu'ils vont perdre leur ossature. J'ai été surpris d'entendre parler de Bakambu, par exemple, au LOSC. C'est encore un nom qui claque. C'est un très très bon joueur. Donc ça montre aussi que Lille a manifestement encore de l'ambition sur le marché des transferts. À voir, je m'attendais avec l'arrivée de l'étang à ce que ça devienne la grande braderie au LOSC. C'est pas le cas, ils ont gardé l'ossature à l'intersaison. Je pense qu'ils seront sur la même dynamique pendant ce mercato. La vente d'Iconé, elle est logique. Maintenant, je suis pas sûr, vous parliez de l'IAG, je pense que l'IAG, c'est un Iconé bis, hein. Sur son entourage et sur sa capacité, son QI football, je suis pas sûr que ça va permettre de remplacer durablement un Iconé. J'ai entendu parler de Ludovic Blas, bon, ça a l'air un peu compliqué pour le LOSC, mais ça reste des noms qui sont intéressants et qui montrent que Lille a toujours de l'ambition. Je peux ajouter un truc. Bien sûr, la parole est aux Lillois. Est-ce que vous craignez ce mercato hivernal? Moi, déjà, le mercato, je suis contre l'idée du mercato d'hiver, déjà. Moi, je trouve que, sauf blessure, je trouve que ça fausse la donne et que ça, finalement, ça renforce les équipes qui ont plus de moyens. Et moi, je suis contre l'idée du mercato d'hiver. Je crois que là, c'est aussi contre. Il s'est déjà exprimé une fois. Moi, je trouve que le mercato d'hiver ne devrait pas exister et que, sauf blessure de joueurs, il pourrait être remplacé dans ce cas-là. Mais moi, le mercato d'hiver, pour moi, c'est... Parce que ça déséquilibre aussi, surtout pour Lille qui a beaucoup de joueurs sollicités. Bon, ça ne nous arrange pas, mais l'idée générale, c'est que moi, je suis contre le mercato d'hiver. Voilà. Je ne sais pas pour vous. Les autres piliers, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous craignez ce mercato? Christophe? Ouais, moi, je suis plus inquiet avec les départs de joueurs en fin de saison qui sont libres à partir de maintenant. C'est ça qui m'inquiète un petit peu plus que des joueurs sous contrat actuellement. C'est ça qui me fait peur. Et c'est vrai qu'il y a une paire de joueurs qui vont être libres. Il y a Renildo, il y a Bourrac, il y a Fonte, il y a Cheka, absolument. Il y a Garbage, mais c'est pas grave. Il est prêté. Ouais. Au début. Et Jérémy Pied, on l'avait oublié également. Et
Sur les joueurs que tu évoques en fin de contrat, ça fait quand même partie, hormis Reinildo qui est un cas un peu à part, c'est de toute façon des joueurs, Bourak, Fonte, qu'on a fait bien gratuitement, et je pense sur lesquels il n'y avait pas de plus-value envisagée. D'ailleurs, il y a eu un prolongement pour Fonte. Moi, ce que j'essaie de voir, l'inquiétude que j'ai, elle est plus en. Je rejoins tout à fait sur ce mercato d'hiver qui est vraiment une connerie. En plus, ça se fait au cœur d'une saison, donc c'est aussi le moment où, par-delà le fait que les clubs qui ont les moyens peuvent s'arracher, c'est aussi les coûts médiatiques pour. Enfin, inévitablement, il va y avoir la rumeur Mbappé au Real avant le huitième de finale. Je vous garantis que dans les 48 heures qui précèdent, on va parler que de ça. Et en plus, là, pour le coup, moi, je ne suis pas trop inquiet, c'est que jusqu'ici, les temps, il y a beaucoup de choses à redire, mais les engagements sur le mercato, il les a toujours mis en appli. C'est-à-dire que c'est quand même le troisième mercato qu'on fait sous l'air les temps. Il y a eu l'hiver dernier où il avait annoncé pas de saignée. Il y avait même eu une rallonge financière pour pérenniser le club. Il avait dit cet été, on va optimiser un groupe. Finalement, on a eu assez peu de départs. Et pour les départs, on a eu quasiment tous les joueurs, hormis Araujo, tous les joueurs ont été remplacés. Et là, il avait annoncé avant notre qualif qu'il n'y aurait pas de saignée. Pour l'instant, elle n'arrive pas. Il y aurait même eu, alors après, est-ce que c'est un coup médiatique, mais quand même un refus d'une grosse offre de Newcastle pour Botman. Est-ce que si offre plus importante qui vont céder, c'est toujours possible et envisageable. Mais je ne vois pas un exode et je pense qu'on va quand même garder une équipe très compétitive. Après, le mercato, je dirais, de l'été prochain, ce sera une autre paire de manches, quoi. Voilà. Alors, on rappelle Olivier Létang, qui, on le rappelle, est le meilleur président d'Europe en 2021. Il le mérite, il le mérite. Olivier Létang a un sacré challenge. Pour l'instant, effectivement, à chaque mercato, il a fait ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il a annoncé qu'il y aurait assez peu de départs, en tout cas sauf proposition exceptionnelle, et il a renforcé l'équipe avec finalement des recrues assez intéressantes. Si on rebondit sur le match d'hier, il y avait Onana et Gudjohnsen qui font partie des deux meilleurs Lillois sur le match qui ont été recrutés cet été. Maintenant, il a aussi été aidé par la conjoncture, la crise Covid, la crise des droits télé n'a pas forcément facilité les transferts de joueurs, ce qui fait que des joueurs qu'on pensait vendre relativement cher n'étaient pas valorisés au juste prix, donc ils sont finalement restés. Maintenant, on arrive à une échéance cet été qui va être assez intéressante à voir comment elle va être gérée par le club. C'est vrai qu'on a les départs en fin de contrat. On a aussi 3 joueurs qui sont essentiels au club, Jonathan David, Sven Botman et Renato Sanchez, qui vont certainement partir parce que les offres vont être très certainement très intéressantes. D'ailleurs, c'est Julien qui est du même avis que moi en fait sur le réseau. Il considère les 6, donc les 3 que je viens de citer, plus Fonte, Bourak et Reinildo comme étant les 6 facteurs X du club depuis l'an dernier. Et c'est effectivement l'année prochaine où on verra vraiment quel est le projet d'Olivier Létang et de Merlin Partners à moyen terme pour valoriser le club et rester dans leurs objectifs, c'est-à-dire une qualification européenne chaque année. La clé la suite du LOSC sera l'année prochaine. Est-ce qu'on rentrera dans le rang ou est-ce qu'on restera ambitieux? C'est la gestion de ces 3 départs, ces 6 départs qui nous apportera beaucoup de réponses. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? On va conclure cette émission. Il est 22h15, on a été super bavards, mais on a évoqué plein de sujets qui n'étaient pas prévus et on n'a pas évoqué ceux qui l'étaient. Pour conclure, quelque chose, François. Christophe. Je pense que Damien parlait d'un match contre Caen en Coupe de la Ligue en 2014 où le LOSC se qualifie. Je pense que c'était ce match-là dont il faisait référence tout à l'heure pour la question jeu. Tout à fait, mais le dernier, c'est bien Valenciennes, qui doit avoir lieu en 2017 ou 2018, si je ne dis pas de 2018. Bêtises. Et c'était pour la Coupe de la Ligue, si je ne dis pas de... Comme quoi, avec Bielsa, on gagnait les séances de tir au but. Ouais, avec Bielsa et Fares. Ils ont gagné que ça. Et Fares Balouli. Voilà, il est temps de nous quitter. Je voulais féliciter Olivier, donc, qui, s'il est disponible, remporte la place pour le match contre le PSG. S'il ne l'est pas,
on passera à la place au deuxième. Et si le deuxième ne l'est pas, ce sera le troisième. Donc, réponse très bientôt. Mais je vous contacterai par message privé. Je voulais remercier les piliers du bistrot. Donc, merci à Gildas pour cette première. J'espère que ça t'a Merci à plu. toi. Ça m'a beaucoup plu. J'ai eu l'habitude de regarder cette émission qui est à la fois conviviale et toujours dans la bonne humeur, mais aussi toujours très intéressante. Donc, j'espère que ma période d'essai sera renouvelée. Tout à fait. Pour les autres qui réagissent en commentaire, vous voyez, des fois, on vient vous chercher. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires sur les directs. Merci, Georges, pour tes interventions pertinentes. Ouais. Merci à vous, merci à toi. Et puis, bienvenue à Gildas. Hein. Merci, Christophe, pour Merci. ce nouvel épisode du Bistrot. Merci François et merci à Rémi, notre invité. Merci, Baptiste, pour ta participation. Malgré ton retard, on t'en veut pas beaucoup. Parfait, merci à tous. Merci Rémi d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir éclairé sur tes avis sur l'arbitrage, sur le derby. Bon, on a surtout été intéressé par l'arbitrage. Le derby, on a déjà tout oublié. Avant de finir, juste un truc, je voulais quand même m'adresser à Rémi parce que j'ai souvenir, c'est du extra d'en parler, d'un événement fâcheux où les Lillois, de façon un petit peu cavalière, t'ont proposé un siège. Voilà. Et non. Et ce que je veux dire, non, je voulais juste revenir là-dessus pour rendre hommage un petit peu, parce que j'avais eu ton commentaire derrière, où finalement, tu avais renvoyé dos à dos tous les imbéciles des deux camps, enfin, en gros, les crétins des tribunes, en précisant qu'ils n'ont pas forcément un emblème ou une couleur spécifique. Et je trouve que ça faisait dans ce derby, j'y trouve absolument au niveau de la. Enfin, moi, c'est simple, les derbys, j'y vais plus. J'y vais plus depuis longtemps parce que j'ai connu une rivalité qui était quand même une rivalité plus conviviale. Hein. Une époque, il y avait des Lillois dans la Marec. Je parle d'un ton Baptiste ne peut pas connaître. Il y avait aussi finalement. Et je trouve qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à confondre finalement rivalité et haine. Et je trouve que ce propos que tu as eu à un moment, je veux dire, je pense que si j'avais été à ta place, j'aurais pu être dans une rage folle, dans une grosse rancœur. Et je pense que le recul et l'intelligence dont tu as fait preuve, ça pourrait être un exemple à suivre pour pas mal de supporters. Et là encore, des supporters des deux camps. Quoi. Voilà, c'était. Tu veux répondre, Rémi? Alors simplement, avant que tu répondes, la blessure à la main que tu as, rassure-moi, tu ne t'es pas faite au derby hier soir? Absolument rien à voir, c'est gentil, rien à voir. Non, voilà, je reste sur ma position. La connerie n'a ni couleur ni blason. Voilà. Bravo. C'est ce qui est arrivé est arrivé. Hein. Moi, je suis toujours dans la logique de quel sens je donne à ce qui m'arrive. Voilà. Quel sens je donne à ce siège qui m'est arrivé sur le crâne. De une, c'est que j'ai eu parfaitement raison de me raser la veille, parce que je n'ai pas eu à le faire en étant aux urgences. Et puis, de deux, voilà, ça a permis aussi de un peu secouer les gens des deux camps et d'alerter sur des comportements qui n'ont absolument rien à faire en tribune, hein, quelle que soit, encore une fois, la couleur ou le blason. Et je vous l'ai dit en introduction, le LOSC, c'est quand même une partie de ma famille. J'ai beaucoup de respect pour les supporters du LOSC. Il y a cette rivalité, hein, elle est là, elle fait aussi partie, c'est le piment qui fait plaisir. Hein. Taper le voisin, c'est toujours un objectif. Pour autant, de là à ce qu'on en vienne à balancer des sièges ou à rebalancer des équerres en métal sur l'adversaire, moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Bon, en tout cas, merci pour l'invitation. J'ai beaucoup apprécié les échanges et puis au plaisir, vraiment au plaisir. On partage vraiment tous cet avis. La preuve, c'est qu'on accueille des supporters lensois régulièrement dans l'émission. Et je ne parle pas seulement de Sylvain Charlet, ça c'est une petite pique. C'était une petite pique pour certains supporters lillois qui l'accusent parfois de préférence. Donc, je remercie les internautes. Oui, je sais, je termine fort. Je remercie les internautes qui ont réagi extrêmement nombreux sur le groupe Facebook d'Aller le LOSC. Je vous rappelle que l'émission sera diffusée en replay sur la page YouTube de l'émission. Donc, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux le lien, à liker et à vous abonner à la page YouTube du Bistrot d'Aller le LOSC. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne semaine en espérant
finalement que le match de Lorient puisse se jouer, même si on n'en a pas parlé beaucoup. Ça nous aura l'occasion de faire l'avant-match et l'après-match la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et comme chaque fois, je vous dis allez le LOSC. À bientôt. Allez, bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée.